On peut peut-être Faut juste activer, Oui, je pense qu'on peut activer, activer, ok. ouais. voilà. Ouais. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui. Ok, parfait, merci. Bonjour à tous, on va démarrer. Vous êtes prêts? On m'a dit que vous avez eu une grosse journée. Vous sortez tout juste de cours, c'est ça? Il vous reste un peu d'énergie quand même parce qu'on va aller en Chine là, hein, donc il faut. C'est loin, hein. Bon, je vais essayer de vous réveiller un petit peu. Donc bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom, qui nous suivent à distance. Et donc on va démarrer. Donc avant toute chose, je souhaiterais d'abord remercier l'Université de la Réunion, les IROA, les UT de la Réunion et bien sûr l'Institut Confucius de m'avoir invité pour vous présenter aujourd'hui cette conférence. Et donc le but c'est de partager un petit peu le regard que j'ai après avoir donc vécu 13 ans en Chine. Je suis installé depuis 2008 en tant que réunionnais, ingénieur comme vous. Et donc l'idée c'est de partager un petit peu ce qu'est la Chine à travers mon regard et de vous partager mon expérience dans le domaine biotech. Donc j'ai plusieurs sociétés dans lesquelles je suis soit dirigeant, soit associé en France et en Chine. Et là aujourd'hui, donc à l'occasion donc de la fête de la science, l'idée c'est de plutôt focaliser la discussion et de partager avec vous le parcours que j'ai en particulier dans le domaine biotech en Chine. Et donc en Chine, mais en partenariat, vous allez voir ce que je fais, vous vais expliquer ce que je fais donc en partenariat avec des pays principalement donc en Europe et aux États-Unis, donc toujours avec un lien avec la Chine. Et donc l'idée, le but de cette conférence, vous êtes encore étudiant, bientôt vous êtes déjà en train de vous poser des questions, de savoir ce que vous allez faire après. Si vous ne vous posez pas encore les questions, il serait peut-être temps. En tout cas, ça y est, vous êtes en plein dedans. Et donc l'idée de cette conférence, c'est essayer
de vous inspirer, de vous donner des idées de ce qui peut être fait, de ce qui existe, de ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui vous attend, et en espérant que ça peut attiser votre curiosité et votre envie d'aller chercher plus loin, peut-être d'oser aller à la conquête de ce monde, et peut-être, qui sait, aller tenter votre chance donc en Chine. Donc on va démarrer maintenant, donc après cette introduction, et je voudrais en fait démarrer la première section de cette conférence par une partie qui va nous aider un petit peu à appréhender ce que c'est que la Chine, parce qu'en fait c'est très compliqué hein, d'imaginer ce que c'est que la Chine et surtout l'échelle de ce pays. Quand on vient de la Réunion, on vient d'un petit caillou perdu dans l'océan avec 900 000 habitants, si on compte vraiment tout le monde, peut-être même avec les Margouillas et les Payanqueux. Donc on est à 900 000. Et donc on fait partie d'un pays plus grand, un grand pays européen avec 65 millions d'habitants. Mais là encore, on a vraiment du mal à imaginer ce que c'est qu'un pays de 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme ça? Comment on approche les problématiques dans un pays à cette échelle? Quels sont les enjeux? Et qu'est-ce que ça représente comme challenge de gérer des problématiques à cette échelle-là? Et aussi, bien sûr, qu'est-ce que ça représente comme opportunité dans les affaires d'être dans un pays et d'œuvrer dans un pays avec un tel marché? Donc, je vous ai préparé une série, on va dire, pour introduire cette conférence, donc de différents faits et chiffres marquants sur ce que c'est que la Chine, pour petit à petit nous faire une idée. Alors là, on n'est pas seulement dans le domaine biotech, vous allez voir, je vais vous donner des exemples un petit peu dans différents domaines, pour se faire une idée de ce que c'est que ce pays. Donc le premier chiffre que je voudrais partager avec vous, ça concerne la quantité de ciment utilisé. Alors c'est intéressant de se questionner sur la quantité de ciment, parce qu'en fait c'est vraiment un driver du développement d'une économie. Toutes les routes sont construites en ciment, les ponts, enfin pas toutes les routes, mais une bonne partie des routes, les ponts, les bâtiments. Je crois que vous êtes beaucoup à travailler dans l'ingénierie du bâtiment ici, donc tous les bâtiments, les gratte-ciels, les centres commerciaux. Donc c'est intéressant, ça donne une idée en tout cas de la quantité de ciment qui est consommée par un pays, ça donne une idée d'un certain niveau de développement, en tout cas de construction. Et donc le premier chiffre que je voudrais partager avec vous, c'est la quantité de ciment qui a été utilisée, qui a été consommée aux États-Unis pendant tout le XXe siècle. Alors il faut savoir que le XXe siècle aux États-Unis, c'est leur siècle d'or, c'est le siècle d'expansion des États-Unis. C'est là où la grande majorité de leurs routes vont être construites, tout leur réseau, la majorité de leurs infrastructures et la majorité des gratte-ciels du monde sont construits à ce moment-là, par les États-Unis qui dominent le monde pendant le XXe siècle. Et bien, pendant le XXe siècle, les États-Unis ont consommé 4,4 milliards de tonnes de ciment. 4,4 milliards de tonnes de ciment sur ce siècle-là. Donc, bon, encore une fois, c'est un peu dur d'imaginer, donc c'est bien de comparer avec un autre pays. Donc là, vous avez deviné, on va comparer avec la Chine. Et la Chine, donc elle, le chiffre que je vais vous donner, c'est 6,4 milliards de tonnes. Sauf que la Chine, elle l'a pas fait pendant le XXe siècle. La Chine, elle a consommé 6,4 milliards de tonnes en 3 ans, entre 2011 et 2013. Voilà un petit peu l'idée que ça vous donne. Vous avez le pays, les États-Unis, qui a dominé le monde pendant le XXe siècle. Pendant tout le siècle, pendant leur phase d'expansion, ils ont utilisé 4,4 milliards de tonnes. La Chine, entre 2011 et 2013, 6,4 milliards de tonnes de ciment. Prochain chiffre, Shenzhen. Vous avez déjà entendu parler de Shenzhen en Chine? Donc c'est une ville qui est à Canton, dans la province de Canton, qui est donc frontalière avec Hong Kong. Et c'est une ville où on parle en fait communément du miracle de Shenzhen. Parce qu'en fait, elle a une croissance tellement rapide et une transformation tellement rapide qu'on parle de miracle. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, à la fin des années 70, au début des années 80, les grandes réformes d'ouverture de la Chine sont lancées par Deng Xiaoping, qui lance ces réformes et qui va ouvrir la Chine économiquement sur le monde. Et notamment, va ouvrir donc Shenzhen, qui va être un premier pont directement en contact avec Hong Kong. Et donc Shenzhen va voir sa population et évidemment toute son économie être transformée à une vitesse vertigineuse. Donc, en 1980, la population de Shenzhen était de 58 000 habitants. 58 000 habitants, pour vous donner une idée, c'est à peu près la population de Saint-Louis à La Réunion, d'accord, comme ville.
Donc, en 35 ans, la population de Shenzhen est passée à 10,7 millions d'habitants. Donc, vous imaginez, vous avez une ville comme Saint-Louis, et puis 35 ans après, il y a 10,7 millions d'habitants dans Saint-Louis. Voilà ce que c'est comme niveau de croissance. 35 ans, c'est très rapide. Vous allez bientôt avoir 35 ans. Donc, vous imaginez, c'est par rapport où vous êtes né, ça y est, il y a une ville qui est passée de 58 000 habitants à 10,7 millions. Ça, c'est le miracle de Shenzhen. Ensuite, bon, vous êtes nombreux à travailler dans le domaine de la construction, donc là, ça va encore un peu plus vous parler. Et je voulais vous parler de cet exemple-là, puisque la Chine est vraiment leader en ce domaine aujourd'hui, en termes de rapidité de construction de bâtiments. Donc, la Chine a développé des techniques en fait de construction de bâtiments qui lui sont vraiment propres. Donc, c'est des techniques avec beaucoup d'usinage et avec juste de l'assemblage en fait sur site. Et ces techniques ont l'avantage vraiment de réduire l'impact carbone, de réduire tout ce qui est gaspillage, parce qu'en fait tout est déjà préfabriqué en usine, et de réduire aussi l'impact sur le trafic, sur les nuisances, parce que le temps du chantier est extrêmement réduit. Et c'est des constructions qui sont en général beaucoup plus précises et qui sont plus solides et qui résistent mieux aux intempéries, des constructions qui sont encore plus performantes sur le plan antisismique, sur le plan environnemental. Enfin, il n'y a vraiment que des avantages a priori. Il y a un nouveau gratte-ciel qui est construit en Chine tous les 5 jours. Donc tous les 5 jours, il y a un nouveau gratte-ciel qui sort de terre, qui est terminé. Et ce gratte-ciel-là, je n'ai pas pris un par hasard, celui-là, que vous voyez là en photo, c'est un gratte-ciel donc de 57 étages. Bon, c'est pas tellement sa taille qui est impressionnante parce qu'il est vraiment beaucoup plus grand que ça et beaucoup plus en Chine. Ce qui est impressionnant, c'est le délai auquel il a été construit. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous voulez essayer de deviner en combien de temps il a été construit? En Occident, vous avez une idée de combien de temps ça prend de construire un bâtiment comme ça? Ouais, en mois, en années parfois, souvent même. Bon, là, ça a été fait en 19 jours. En 19 jours, le bâtiment a été construit. Autre exemple, cet immeuble antisismique donc, a été construit dans la même ville, Changsha, dans le Hunan. Et ce bâtiment-là, de 10 étages, donc là c'est un peu plus à notre échelle, on en voit plus à La Réunion, donc on voit un peu plus les délais de ce type de chantier. Celui-là, il a été construit en 28 heures et 45 minutes. Voilà le délai de construction de ce bâtiment. Ça vous donne une idée à quelle vitesse les choses peuvent aller en Chine aujourd'hui, ce qui explique un petit peu la rapidité de son développement. Est-ce que vous avez entendu parler de cet hôpital qui a été construit en Chine pendant la pandémie? Donc là, je vois que vous êtes beaucoup à hocher la tête. Vous pouvez lever la main un petit peu pour que je me fasse une idée? Ah oui, donc presque tout le monde, voilà, effectivement. Donc ça a été vraiment médiatique. Donc vous savez en combien de temps il a été construit? En 10 jours. En 10 jours, donc un hôpital de 1000 lits avec 60 000 mètres carrés. Au bout de 10 jours, les premiers patients commençaient à rentrer dans l'hôpital pour être hospitalisés et traités. J'adore cette photo parce qu'on voit en fait comme une fourmilière toutes ces. Alors je prendrai les questions à la fin parce que sinon malheureusement j'arriverai jamais à finir. Donc ensuite nous avons donc, je voulais vous parler aussi donc des ports. Alors c'est intéressant. Moi je travaille une partie de mes activités dans le domaine biotech s'adresse beaucoup donc au domaine de l'alimentation animale. Donc je voulais donner quand même un exemple là-dessus. Vous savez que les Chinois, ils aiment bien les porcs, ils aiment bien la vente de porcs, ils en consomment énormément. Et donc la statistique intéressante, c'est que la Chine, il y a plus de porcs en Chine que dans les 43 prochains pays combinés. Vous classez les pays par ordre de qui est-ce qui a le plus de porcs, et en fait, la Chine en a autant que les 43 prochains pays combinés. Maintenant, je voulais parler des KFC. Alors pourquoi je vous ai choisi cet exemple? C'est pas pour faire de la pub à KFC, c'est juste parce qu'en fait, c'est un exemple intéressant pour deux raisons. Un, parce qu'en fait, c'est une chaîne de fast-food c'est celle qui réussit le mieux. Enfin, ça dépend des critères, mais en tout cas, c'est une de celles qui réussit le mieux en Chine. Et deuxièmement, parce qu'il y en a un qui vient d'ouvrir à La Réunion. Donc, je me disais, c'est intéressant, vu il y a un premier KFC qui a ouvert à La Réunion, de faire un petit peu le comparatif. On en a un à La Réunion. Et essayer de deviner combien il peut en avoir en Chine. 50, j'ai entendu? 40? Combien? 1032, ok, c'est pas mal, c'est plus dans cet ordre-là. 5872 en 2020. 5872 KFC en 2020, et le plus impressionnant, c'est regarder combien il y en avait en 2019. 5083. C'est-à-dire qu'il y a 800 nouveaux KFC qui ouvrent en Chine par an, c'est-à-dire qu'il y a 2 KFC qui ouvrent tous les jours pendant toute l'année.
Est-ce que vous imaginez ce que ça représente comme enjeu et comme problématique lorsque vous devez organiser ça, et surtout les enjeux derrière et la complexité en termes de chaîne d'approvisionnement et de logistique pour approvisionner et faire en sorte que ces 5872 magasins fonctionnent correctement? Pour rester dans l'exemple du retail, je vais vous donner je vais vous parler de Manner. Donc là, c'est vraiment très récent. C'est une chaîne donc de retail pour des petits cafés et donc chinoise qui vient directement s'attaquer aux géants Starbucks. Là, Starbucks, c'est incontesté, hein, et Starbucks ont une grosse empreinte en Chine également. Pour ceux qui pensent encore que les Chinois boivent que du thé et qui ne sont pas intéressés par le café, il y a 1600 cafés à New York, à peu près. Là, on est vraiment dans le pays, on boit beaucoup de café avant d'aller travailler, les Américains. 1600 cafés à New York, toutes marques confondues, hein. 1600. À Shanghai, il y a 7000 cafés. D'accord? Donc c'est vraiment un secteur qui est en plein essor. Et pourquoi je vous parle de celui-ci? Parce qu'en fait, c'est vraiment, la croissance a été extraordinaire. Donc l'opportunité qu'ils ont saisie, eux, c'est qu'ils ont voulu se positionner évidemment différemment de Starbucks. Et ils se sont dit, mais nous, en fait, on va faire des cafés qui sont meilleurs, qui sont beaucoup moins chers, et on va essayer d'avoir une empreinte environnementale qui est moins importante et plus écologique que Starbucks. Et donc, vu que la plupart des clients qui viennent prendre leur café le matin, c'est les mêmes qui reviennent chaque jour, ils se sont dit, bah, plutôt que de donner des nouveaux gobelets tous les jours, on va vendre des tasses. Et ensuite, les clients viennent avec leurs tasses, on leur propose en tout cas, et puis on leur sert leur café directement, on remplit le café, ils peuvent repartir avec. Ça limite l'impact sur l'environnement et ça permet de proposer des cafés moins chers aussi, tout en étant aussi qualitatifs. Ils ont ouvert leur premier café en 2015, une petite boutique, un petit café, un petit coffee shop à Shanghai. Puis bon, ça a commencé à se développer, ça a plu, mais on va dire que ça a eu un développement, on va dire, organique, une croissance un peu organique, on va dire un peu normale. Puis ça s'est complètement accéléré dans les derniers mois. C'est pour ça que là, je vous parle, c'est une information qui est toute chaude. Ça s'est complètement accéléré. Donc ils ont fini par lever à peu près au milieu de l'année quelques centaines de millions de dollars de fonds. Et ils ont lancé donc une expansion agressive sur Shanghai et ils ont ouvert entre juin et octobre, sur 5 mois, 150 cafés à Shanghai. 150 cafés à Shanghai, c'est-à-dire plus d'un café par jour. Donc ça, c'est ce que Manner donc a pu faire et ça vient d'être fait là sur les 5 ou 6 derniers mois. Donc ensuite, je vais vous parler maintenant, on va faire un petit peu un rapprochement avec quelques chiffres qu'on a à La Réunion. Et donc, dans une école d'ingénieurs aujourd'hui, et ça, je voulais vous partager cette carte, puisqu'en fait, c'est la carte du campus dans l'université dans laquelle j'ai étudié quand j'étais en Chine, donc l'université de Tsinghua, qui est un petit peu comme le MIT, on va dire, chinois. Et tout ce que vous voyez là, tous les petits points lumineux, c'est des bâtiments. Vous avez une idée de la taille du campus. Et donc, sur ce campus, la population, le nombre d'élèves inscrits sur ce campus, vous êtes combien ici à Les Irois? 180? Là-bas, ils sont 55 000. 55 000. 55 000, si on met en perspective, la population du port à La Réunion, c'est 33 000. La Possession, là où j'ai grandi, 33 000. Saint-Leu, 34 000. Saint-Joseph, 37 000. Saint-Louis, 53 000. Il faut monter à peu près vers Saint-Louis pour avoir une ville qui est comparable au nombre d'élèves inscrits à l'université de Tsinghua sur le campus. Donc, maintenant, prochain chiffre, et c'est le dernier chiffre que je vais partager avec vous avant de passer à la prochaine section, c'est le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette plateforme qui s'appelle Tiamao? Donc, c'est une plateforme de vente en ligne, un petit peu comme Amazon, ça vous parle, qui fait partie du groupe Alibaba. Ça vous dit quelque chose, le groupe Alibaba? Ouais. Donc, il fait partie du groupe Alibaba. Et cette plateforme donc a lancé au tout début, donc voilà en 2009 a priori, donc tout début donc des années 2010, une fête commerciale. En fait, ils se sont dit on va dynamiser un petit peu les ventes et puis on va inventer une fête commerciale comme nous là, on a la Saint-Valentin, hein, donc ils se sont dit bon on va inventer une fête commerciale. Et ils se sont dit bon c'est rigolo, le 11 novembre c'est que des bâtons comme ça et en fait en chinois en plus les 1 on les écrit
sans le petit trait qui descend, là, comme ça pour nous, c'est juste des bâtons verticaux. Et donc ils se sont dit, ça ressemble à des célibataires. Donc on va utiliser cette date-là et on va dire c'est la fête des célibataires, le 11 novembre. Et donc la fête des célibataires, c'est une fête où chacun va se faire plaisir, il va acheter des choses sur Internet pour se faire plaisir. Et donc ils se sont dit, on va faire une fête commerciale, et à ce moment-là, on va faire des offres, et on va faire des promotions, des réductions, un peu comme un Black Friday. Et donc ils ont commencé à promouvoir cette fête. Et donc tous les ans, le 11 novembre, il y a une grande fête comme un téléthon un petit peu, et on va essayer de voir est-ce qu'on arrive à battre le record du chiffre d'affaires qui est généré sur cette plateforme-là en ligne, de vente en ligne, uniquement sur cette journée. Qu'est-ce qu'on arrive à atteindre comme chiffre d'affaires? Donc je vous ai mis des chiffres, et vous allez me dire, parce que vous êtes des bons ingénieurs, on est dit, attends, mais c'est quoi ce graphique? Il n'y a même pas l'unité. Effectivement, je n'ai pas mis l'unité, exprès. On essaye de voir si vous arrivez à deviner c'est quoi l'unité. Ça, c'est le chiffre d'affaires de la journée du 11 novembre. Millions? C'est bien, vous n'avez pas peur. Mais il faut être un peu plus ambitieux, je vous ai dit qu'on parlait de la Chine. C'est des milliards d'euros. C'est des milliards d'euros. 74 milliards d'euros jeudi dernier, le 11 novembre. Pour vous mettre un petit peu en perspective, ça vous est déjà arrivé d'aller faire les courses le week-end dans les grands centres commerciaux à La Réunion? C'est blindé de monde. On dit, mais c'est pas possible, les supermarchés doivent se faire. C'est impressionnant ce qui doit se faire. Donc, bon, pour vous mettre en perspective, l'ensemble du chiffre d'affaires de toute la grande distribution à La Réunion, sur toute l'année, c'est à peu près de l'ordre de 2 milliards d'euros. Là, vous venez de voir, c'est 74 milliards d'euros en une journée, sur une seule plateforme, en ligne. Je vous donne un petit peu une idée. Et donc, tout en Chine, et dans des proportions, comme vous pouvez le voir, gargantuesques. Et donc, peut-être que c'est à cause de ça, culturellement, que même dans la structure des nombres, en chinois, ça fonctionne différemment. Vous savez, dans la plupart des pays du monde, on découpe les nombres par séparateur de milliers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. En fait, on dit 10, 100, 1000. Après, on n'a plus de chiffres au-dessus. Tout de suite, on dit 10, 1000, 100, 1000. Et quand on arrive à 1000, 1000, là, on a de nouveau un nom, on appelle ça un million. Et ensuite, de nouveau, c'est 10 millions, 100 millions. Et pareil, lorsqu'on arrive encore au cube, cette fois-ci, du séparateur, donc nous, c'est le millier. Donc, un millier au cube, on arrive à 1 milliard. De nouveau, on change de nom à chaque fois qu'on rajoute 3 zéros. Eh bien, en Chine, cette séparation, elle n'est pas à 1000, elle est à 10 000. C'est-à-dire que le mot qu'ils ont, eux, c'est pour 10 000. C'est yuan, ça veut dire 10 000. Et donc, on va dire leur équivalent du millier pour eux, enfin, pour notre millier, c'est 10 000 pour les Chinois. Et donc ensuite, donc, vous voyez la gymnastique, pour 100 000, ben, pour eux, c'est 10 yuan, donc c'est 10. 1 million, pour eux, c'est 100 yuan. Donc, bah ouais, pour dire 100 yuan, 1 million, etc. Et donc, ensuite, on arrive, la même logique, lorsqu'on arrive à 10 000, donc eux, c'est pas 1000 fois 1000, eux, c'est 10 000 fois 10 000, qui donne un nouveau chiffre, enfin, un nouveau nom, pardon, et donc 10 000 fois 10 000, ça fait 8 zéros, 100 millions pour nous, et eux, c'est un i. Donc, c'est en chinois, un i, ça veut dire 100 millions. Et donc, la population de la Chine, pour les Chinois, c'est pas 1,4 milliard, c'est 14 i. Et souvent, c'est un nombre qu'on utilise à grande échelle. Donc, je vous ai mis quelques exemples, et c'est intéressant parce que ça, dans la gymnastique, tous les jours, dans les discussions d'affaires, et lorsqu'on est en négociation, ça prend un peu de temps à prendre le pli, parce qu'en fait, nous, on raisonne, et il suffit pas de traduire, en fait, les milliers, parce qu'en fait, vous comprenez, les chiffres sont pas dits pareil du tout, en fait, ils sont pas découpés pareil. Donc, quand on va vous dire, par exemple, 98 000, vous pouvez pas le traduire directement pour des Chinois, il faut découper, dans 98 000, ça fait combien en unité de 10 000, et ensuite, je le traduis, c'est 9,8 yuan. Pareil, si c'est 1,3 million, si je veux l'expliquer à des Chinois, il faut que je fasse la gymnastique de me dire que c'est pas 1,3, c'est 130 yuan. Ok, donc ça, c'est une gymnastique qu'il faut faire tous les jours, mais je trouvais ça intéressant de le souligner parce que ça donne une idée de... Peut-être que ça vient de cette raison-là, au niveau du fait qu'ils sont habitués à manipuler depuis toujours des chiffres et des quantités très importantes, et donc ont développé ce format des nombres. Donc, maintenant, ça y est, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, après cette longue introduction. J'espère que ça y est, ça vous a posé les bases. Vous voyez un petit peu plus à quoi ça ressemble la Chine, ce que c'est que la Chine?
Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de ce que je fais dans le domaine biotech, et donc dans le domaine des partenariats stratégiques. Donc, ce que je fais dans ce domaine en Chine, c'est qu'en fait, je mets en place, donc je recherche des partenaires pour le compte d'un client, je recherche des partenariats stratégiques dans le domaine technologique, je vais les aider à mettre en place ces partenariats, je vais rentrer un peu plus dans le détail après sur les prochains slides, hein. Je vais les aider à mettre en place ces partenariats et à diriger ces partenariats dans la durée. Et donc, je vous parle aujourd'hui, mais je n'ai pas travaillé que dans le domaine biotech, c'est plutôt récent dans le domaine biotech, c'est plutôt dans ces dernières années que je m'y suis vraiment consacré. Et avant, c'était de manière plus générale tout type de partenariat stratégique qu'il pouvait y avoir entre une société chinoise et une société non chinoise, on va dire, occidentale, ou même parfois même asiatique, autre que chinoise, ou même parfois des partenariats maintenant entre même deux sociétés chinoises, où j'interviens aussi. Et donc, dans le cadre de ces partenariats, j'interviens soit du côté entreprise technologique, soit du côté industriel, et soit du côté occidental, soit du côté chinois. C'est-à-dire je représente soit des Chinois, soit des Occidentaux, et soit des entreprises technologiques, soit des industriels. Et c'est intéressant parce que ça donne vraiment une vue à 360 degrés de comment on approche ce genre de discussion et quelle est la vision de telle ou telle partie. Et je vais développer un peu plus ça dans les prochains slides, mais c'est vraiment très enrichissant de pouvoir avoir ces différentes visions. Lorsqu'on rentre dans une discussion, on a l'habitude de savoir comment de l'autre côté de la table, eux, ils appréhendent et ils approchent ce genre de discussion et ce genre de problématique. À la fois d'un point de vue de la typologie du type d'entreprise, mais également au niveau de la culture et du pays dont on vient. Et donc, je vous ai mis un petit peu quelques drapeaux des pays principaux avec lesquels je travaille au quotidien par rapport aux partenariats sur lesquels je travaille. Donc, principalement, c'est c'est l'entreprise occidentale européenne et américaine. Et évidemment, la plupart du temps, il y a une entreprise chinoise quelque part dans le partenariat. Donc soit c'est ma cliente, soit ma cliente et l'autre entreprise en face, et on travaille avec l'entreprise chinoise. Donc, pour vous donner un exemple concret, alors malheureusement, je suis dans une industrie où on signe des contrats de confidentialité avant toute chose. C'est presque avant de se dire bonjour qu'on signe un contrat de confidentialité. Donc en fait, j'ai très peu de projets sur lesquels j'ai le droit de révéler quoi que ce soit, même le nom de l'entreprise. Donc heureusement, il y a quelques exceptions. Là, il y en a une qui est une des rares exceptions, puisque ce projet-là a fait l'objet d'un communiqué de presse, donc qui a été révélé au public. Et donc, dans la mesure où ce projet-là a fait l'objet d'une communication publique, je suis autorisé à pouvoir en parler dans la limite de ce qui a été communiqué. Donc, je vous dirai rien de plus que ce qu'il y a dans ce communiqué de presse, mais voilà, au moins je peux vous donner un exemple concret. Donc là, dans ce partenariat-là, on a eu la chance donc de pouvoir le signer en plus en grande pompe, puisque c'était dans le cadre d'une délégation dirigée par son Altesse Royale, donc la princesse Astrid, la princesse de Belgique, représentante de Sa Majesté le roi de Belgique. Donc lorsqu'ils ont visité la Chine, on a profité de cette occasion donc pour signer ce partenariat. Pour lequel j'ai rapproché ces deux parties et dans ce partenariat-là, je représente toujours, d'ailleurs, c'est un partenariat qui est en cours, je représente la partie chinoise dans ce partenariat-là. Et donc, ce partenariat vise à développer une nouvelle génération de probiotiques basés sur des bactériocines. Je sais pas si vous avez peut-être l'impression que je vous parle chinois à ce moment-là. Je vais peut-être vous décrire un petit peu la problématique qu'il y a derrière ça. En fait, dans l'alimentation animale, d'ailleurs même dans l'alimentation humaine avant, lorsqu'on a découvert les antibiotiques, on s'est dit mais les antibiotiques c'est génial, ça tue toutes les bactéries, donc en fait on va commencer à en consommer tout le temps. Donc en fait le siècle dernier, peu après la découverte des antibiotiques, il faut savoir que beaucoup de familles en fait, les mamans le matin dans le biberon ou alors dans le lait, elles rajoutaient des antibiotiques, même si on n'était pas malade. Parce qu'on disait mais c'est bien, comme ça ça a protégé mes enfants, ils seront protégés grâce à ces antibiotiques. Et c'est bien après qu'on a réalisé en fait le danger, et notamment lié au développement de résistance contre les antibiotiques. Vous savez que lorsqu'ensuite l'évolution sur la théorie de Darwin est là, c'est-à-dire qu'ensuite
lorsqu'on applique comme ça une pression de sélection, il y a de la résistance qui se développe forcément au bout d'un moment. Et donc, ça devient vraiment dangereux parce qu'ensuite, il y a des phénomènes de résistance antibiotique. Et donc, du coup, il faut toujours changer d'antibiotique à chaque fois, mais on en a un nombre limité pour éviter donc des grandes pandémies ou des grandes catastrophes, on va dire, sur le plan sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel antibiotique comme ça, il faut une ordonnance, et même les médecins n'ont pas le droit de vous prescrire tous les antibiotiques. Certains antibiotiques sont réservés aux hôpitaux pour les cas graves, au cas où justement des patients qui ont pris trop d'antibiotiques, qui sont communément prescrits par les médecins, ils aient développé des résistances. Donc à l'hôpital, on a encore des antibiotiques qu'on réserve que pour les hôpitaux. Et donc cette logique-là, c'est la même en fait en alimentation animale, sauf qu'en alimentation animale, on a laissé un peu plus longtemps, on était un peu plus tolérant. Et donc pendant très longtemps, et encore récemment en Chine, parce que c'est très récent, l'utilisation des antibiotiques à dose subthérapeutique, c'est-à-dire à une dose moins élevée que ce qu'on a besoin normalement pour traiter une certaine maladie, donc ou un certain état pathologique. À cette dose-là, en fait, ce qu'ils se sont rendus compte les éleveurs, c'est qu'en fait, en donnant un petit peu d'antibiotiques tous les jours, ils se sont rendus compte que ça faisait grossir les animaux. Et c'est pour ça que ça fait depuis des dizaines d'années qu'en fait, ils donnent des antibiotiques tout le temps, ils le rajoutent dans le mix des aliments qu'ils donnent aux animaux pour les faire grossir. Et ça a été interdit maintenant en Chine, mais très récent, puisque justement, ça pose ce risque de résistance aux antibiotiques. Et donc, dans la mesure où c'était interdit, vous imaginez que le marché est structuré déjà autour de certains rendements qu'on attend. Donc, toute la chaîne qu'il y a derrière, on attend de pouvoir acheter son kilo de porc ou son kilo de poulet à tel prix. Et donc, les éleveurs, si du jour au lendemain on leur dit, bah, écoutez, maintenant, il va falloir arrêter avec les antibiotiques que vous utilisez qui vous aident à faire grossir les animaux plus vite, vous imaginez en termes de coûts les enjeux que ça représente lorsque, par exemple, en Chine, vous avez un marché d'alimentation animale qui représente plus de 220 millions de tonnes par an. Donc dès que vous bougez un petit driver sur ce marché, et donc notamment vous interdisez des antibiotiques alors que c'était un facteur de croissance pour ces animaux, c'est des enjeux qui sont colossaux. Et donc beaucoup d'entreprises adressent cette problématique et cherchent des technologies, des solutions pour remplacer ces antibiotiques et remplacer le rôle que ces antibiotiques ont. Donc là, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce partenariat, c'est de développer une nouvelle génération donc, de probiotiques en utilisant en fait un autre mécanisme qui s'appelle des bactériocines. Sont des petites peptides en fait qui sont générées naturellement par des bactéries pour se défendre contre d'autres bactéries. Et en fait, on utilise ça pour développer encore une fois une nouvelle génération de probiotiques pour remplacer ces antibiotiques qui ont été interdits. Donc ce partenariat a été monté entre donc deux entreprises qui sont leaders dans leur domaine dans le monde. Mon client donc une entreprise chinoise donc c'est un groupe qui fait 1,7 milliard de dollars de chiffre d'affaires et qui est très présent dans la fermentation. C'est le leader mondial notamment dans la production de lysine, qui est un acide aminé. Ce partenaire donc belge, l'entreprise Singulon, qui est leader dans le monde, c'est une entreprise technologique et qui a développé la plus grosse collection en fait de bactériocines dans le monde. Et donc voilà un exemple de partenariat qui a été monté, qui est actuellement en cours, parce qu'en fait ces partenaires stratégiques en général, comme vous avez compris, c'est des partenariats technologiques, et qui dit partenariat technologique, souvent il y a une phase de R&D d'abord, c'est-à-dire que le produit n'est pas tout de suite prêt à appliquer au marché qu'on vise, et donc il y a une phase de co-R&D où on va faire de la R&D, et donc en général ça prend quelques années avant que le produit puisse être mis sur le marché. Donc voilà un exemple un peu concret, et maintenant je vais vous donner une vision, on va reculer, vous donner une vision un peu plus générale de ce que c'est quels sont les différents grands domaines de la biotech. Alors je vous ai mis les 5 couleurs principales en général qu'on retient pour catégoriser la biotech, et j'ai vu qu'il y en a maintenant qui utilisent 8, 10, 12 couleurs, ça devient vraiment un arc-en-ciel. Bon, à un moment ça devient... je pense qu'on va un peu trop donc j'ai préféré rester quand même sur 5 couleurs principales, les 5 couleurs principalement utilisées. Donc en général, quand on entend biotech dans le grand public, on pense en premier au milieu médical. Pour vous, c'est pareil. En général, c'est celui-là auquel on pense en premier. Peut-être vous moins, parce qu'il y a des ingénieurs qui viennent de la filière agro ici, donc peut-être que vous avez plutôt le réflexe de penser
vert. Mais en général, donc c'est les biotech, tout ce qui va être médical, c'est les biotech rouges. Donc, vous voyez la couleur en bas à droite. Ensuite, vous avez donc vous, ce qui va vous parler un peu plus au niveau agro, donc ça va être la couleur verte. Toutes les biotech appliquées à l'agriculture, à l'élevage, à l'agroalimentaire. Vous avez ensuite les biotech jaunes qui sont dédiées à toute la résolution des problèmes environnementaux et les biotech bleues qui sont liées donc à l'exploration des organismes marins, tout ce qu'on va explorer comme technologie dans le monde marin, enfin issu en tout cas du monde marin, du patrimoine génétique du monde marin. Et enfin, donc le secteur dans lequel j'interviens moi le plus aujourd'hui, c'est les biotech blanches. Donc les biotech blanches, c'est ce qu'on appelle toutes les biotech industrielles. Tout ce qui va viser en fait. Alors, vous avez vu les cercles, c'est pas des cercles séparés en fait. Hein. C'est-à-dire que ça donne une idée en fait des grandes catégories, mais il y a beaucoup de technologies qui sont à cheval sur 3 ou 4 cercles. C'est-à-dire qu'on vient adresser en fait, tout est lié. On va avoir une technologie qui va adresser un problème d'abord d'agriculture, qui va avoir un impact sur l'environnement, qui doit être produit à échelle industrielle. Donc vous voyez tout de suite, on fait souvent appel à plusieurs couleurs. Ça, c'est juste une représentation de l'esprit pour savoir à peu près quels sont les grands domaines, les grandes directions de recherche qu'il y a dans la biotech. Et concrètement, les projets sont très souvent en overlapping sur plusieurs couleurs. Donc voilà un petit peu. Et donc les biotech industrielles, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui va consister en la production à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle industrielle, de certaines molécules d'intérêt en utilisant des micro-organismes. Vous savez, l'avantage des micro-organismes, si on parle en pur capitaliste, pur et dur, c'est que les micro-organismes, les bactéries ou les levures, elles travaillent tout le temps. Vous voyez, là, vous êtes fatigué à la fin de la journée, mais elles travaillent tout le temps. Elles ne prennent pas de vacances, pas de syndicat, pas de grève. Donc les micro-organismes, on leur donne à manger, on les met dans une cuve de fermentation, on leur donne ce qu'elles aiment, on leur donne ce qu'ils aiment, c'est des bactéries ou des levures. En général, c'est du carbone, en général, ils aiment bien les sucres. Et on les met à la bonne température qu'il faut, et ensuite, c'est là, donc on va essayer de réunir toutes les conditions qu'il faut pour qu'elles se développent bien, et ensuite on leur fait produire des molécules d'intérêt. Donc molécules d'intérêt, ça peut être quoi? Ça peut être des vitamines, ça peut être des acides aminés, ça peut être des biomatériaux, ça peut être des biofuels, ça peut vraiment être de tout et n'importe quoi, y compris des biomédicaments. Donc je ne sais pas si, vous savez, à La Réunion, on a beaucoup de diabétiques. Par exemple, l'insuline est un biomédicament. L'insuline est produite par voie de fermentation, c'est-à-dire que c'est des micro-organismes qui produisent l'insuline. L'autre, à l'inverse, ce qui n'est pas produit par fermentation, par biofermentation, c'est tout le domaine de la chimie, ce qu'on produit par voie chimique. Donc la plupart des médicaments sont produits par voie chimique, mais de plus en plus aujourd'hui, on cherche à développer en fait des modes de production, ce qu'on appelle de bioproduction à partir de fermentation. Ce que vous imaginez, c'est beaucoup plus écolo que de devoir que des processus chimiques. Donc, j'interviens principalement maintenant. Donc, ces technologies interviennent. Donc, il y a plusieurs grands défis, vous savez, pour l'humanité, de ce qui nous attend, mais vous aussi pour les prochaines dizaines d'années à venir. Et je ne vais pas les nommer tous ici, et j'interviens pas on peut pas intervenir sur tous les sujets à la fois. Je vais juste vous parler moi des trois principaux sujets sur lesquels aujourd'hui des problématiques se posent. En tout cas moi je suis confronté à ces problématiques-là, et je cherche et je travaille sur les technologies et des partenariats pour résoudre ces problématiques-là. La première problématique, c'est l'énergie. Donc, vous voyez, il y a la COP26 qui vient de terminer. Je pense que vous avez dû suivre un petit peu aux infos. Vous voyez le genre de problématiques qu'on a aujourd'hui. On est vraiment à un tournant de l'humanité aujourd'hui, de trouver des solutions pour l'énergie de demain. Alors, on a un petit peu du mal à réaliser aujourd'hui l'importance de l'énergie, puisqu'en fait, elle a toujours été acquise. On s'est jamais vraiment posé la question. Mais il faut bien comprendre que sans énergie ou avec un manque d'énergie, on retourne à l'âge de pierre. L'énergie, c'est ce qui nous permet de manger, c'est ce qui nous permet de conserver nos aliments au froid, ce qui nous permet de nous soigner, ce qui nous permet de nous déplacer, ce qui nous permet de communiquer à distance. Sans énergie, on ne fait plus rien. C'est l'âge de pierre. Et aujourd'hui, 80% du mix énergétique mondial, sur les énergies primaires donc, repose sur des énergies fossiles. 80% encore aujourd'hui. Et il y a un double problème lié à ça. Le premier problème, c'est qu'il y en a de moins en moins, et en fait on a déjà atteint a priori le pic de production du pétrole,
C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va produire que de moins en moins, il n'y en a plus, ça y est, on a atteint le pic de production. Donc, à partir de maintenant, ça va être que en décroissance. Quand je dis maintenant, c'est maintenant, hein, ça y est, hein, c'est-à-dire que là, on ne sait pas exactement si c'est déjà fait, si c'était l'année dernière, ou cette année ou l'année prochaine, mais ça y est, on y est, c'est maintenant. On a atteint le pic de pétrole. Donc à partir de maintenant, ça va décroître. Le pétrole, c'est l'énergie principale qu'on utilise aujourd'hui pour tout le déplacement du transport, c'est le pétrole. C'est l'énergie imbattable, c'est la plus dense, la plus facile à transporter, la plus facile à stocker. Donc on a déjà atteint ce pic de pétrole. Il nous reste encore pas mal de charbon. Et là, ça nous amène à la deuxième problématique, c'est la problématique environnementale. Vous savez que ces énergies fossiles donc, génèrent énormément d'émissions de carbone. Et ces émissions donc carbone ont un effet extrêmement néfaste ont un effet donc au niveau ce qu'on appelle le réchauffement climatique avec les gaz, tous ces gaz à effet de serre, donc principalement le CO2 et le méthane. C'est-à-dire que le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais a un pouvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant en tout cas en tant que gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Le pouvoir en tant que gaz à effet de serre du méthane par rapport au dioxyde de carbone, c'est 86 fois son impact sur les 20 premières années où il est relâché dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui de savoir comment on fait pour remplacer ces énergies fossiles et surtout comment on fait pour y arriver suffisamment vite. Parce que les catastrophes, donc vous voyez de plus en plus, et ça va être de plus en plus le cas, hein, on va voir des catastrophes, des inondations, des tempêtes, des fortes sécheresses. Et donc tous ces problèmes climatiques sont des sujets de tension, sont des sujets de guerre potentielle. Donc c'est des sujets qui menacent vraiment la stabilité de l'humanité à moyen terme. C'est vraiment un des sujets majeurs. Et je peux que vous recommander en tant qu'ingénieur, si ça vous intéresse de vous intéresser à ce secteur. Vous savez que Bill Gates a indiqué qu'il y aurait 10 Tesla, entreprises comme Tesla, qui allaient émerger de ce secteur, 10 licornes qui allaient émerger. C'est vraiment le secteur sur lequel, avec la biotech évidemment, mais l'énergie va vraiment être un secteur, probablement le secteur qui va rassembler le plus de fonds et de moyens sur les 30 prochaines années. Donc, l'autre grande problématique, dont j'en ai parlé là, je vous ai déjà fait la transition, c'est la problématique climatique, avec le réchauffement climatique. Et enfin, la troisième problématique sur laquelle j'interviens beaucoup, c'est l'alimentation, et donc sur comment on va faire pour nous nourrir en fait. On est déjà 8 milliards, presque 8 milliards d'habitants aujourd'hui. A priori, on devrait être 10 milliards d'ici 2050, et on a besoin de protéines pour nous développer. Et donc, comment on fait pour nous développer, pour trouver suffisamment de protéines, et surtout pour produire ces protéines de manière durable. Et donc aujourd'hui, vous savez par exemple que le bétail génère énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner une idée, si les vaches étaient un pays, si toutes les vaches, on en faisait un pays, ce serait le 3e pays le plus polluant du monde. Le bétail est responsable de 17% des émissions donc, liées au bétail, est responsable de 17% des gaz à effet de serre qui sont émis aujourd'hui. Donc, pour résoudre cette problématique, il y a plusieurs pistes aujourd'hui pour trouver des nouvelles sources de protéines. Là, je vous ai mis la photo la plus provocante, on va dire, c'est une photo de larves avec des insectes. Donc ça, c'est une des pistes qui est étudiée, c'est-à-dire donc d'utiliser des insectes qui sont très riches en protéines. Ça, on peut les élever en grande quantité et de manière durable, avec un impact environnemental qui est quasi nul. Et je l'ai mise aussi là parce que c'est intéressant en tant que Français. Vous savez que les Français, avec l'entreprise Insect, c'est écrit avec un Y au début, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les Français sont leaders dans ce domaine au monde. Insect, donc, est une entreprise française, a levé, je ne sais plus le montant exact, 370 millions, il me semble, dollars ou euros, enfin c'est dans ces eaux-là, et sont en train de construire en fait leur première usine à grande échelle de production donc de protéines en élevant des larves d'insectes. L'autre piste, donc d'autres pistes qui sont creusées pour vous donner des idées. Il y a tout ce qui va être viande végétale. En fait, c'est de la viande, ça ressemble à de la viande. On essaie de faire en sorte qu'elle ait le goût, l'apparence, la texture de la viande, mais en fait, elle est faite à partir de végétaux. Donc, on va prendre des ingrédients, différents ingrédients végétaux, et on va essayer de faire des recettes où on va essayer de recréer tout ça, cette structure, cette texture, ce goût, cette apparence, etc. de la viande. Donc ça, c'est, pour vous donner des exemples, il y a des entreprises comme Beyond Meat ou Impossible Food qui sont dans cette voie-là. Vous avez ensuite le domaine
donc des single cell protein, SCP, donc ça c'est un domaine dans lequel je travaille un peu plus parmi les autres. Et donc là, ça va être d'élever en fait, de développer des micro-organismes qui se développent rapidement. Et ces micro-organismes, on fait en sorte qu'ils se développent rapidement et qu'ils consomment les bons intrants. Idéalement, vous savez, ce qui serait royal, c'est que les micro-organismes, on leur donne à manger des choses qu'on veut plus. Donc par exemple des émissions carbonées. On leur donne à manger ça, parce que dedans finalement il y a quand même du carbone, et qu'elles utilisent ce carbone-là plutôt que de prendre le carbone qui est facile à prendre dans les sucres, et de prendre du carbone qui a dans l'oxyde de carbone qui est pas facile à décrocher. Donc faut les aider un petit peu génétiquement et ou en évolution dirigée, on va en parler un petit peu plus après. Mais et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de faire manger à ces micro-organismes plutôt que de leur donner du sucre qui est cher et en plus qui vient de l'agriculture, donc c'est pas vraiment une solution, parce que l'agriculture devrait être vraiment dédiée à l'alimentation humaine. Et donc, on va justement leur donner en fait des gaz à effet de serre, des émissions qui sortent des usines, et on va leur donner ça en intrants qu'elles vont transformer elles pour se développer et donc pour faire des protéines. Ensuite, à la fin, on les récupère à la fin de la fermentation, on les sèche, on en fait de la poudre de protéines. Donc ça, c'est une des voies aussi qui est explorée, qui est vraiment en vogue aujourd'hui. Et en dernier, je vous l'ai dit en dernier parce qu'elle est encore très jeune et encore loin de pouvoir arriver sur le marché, mais c'est tout ce qui va être développement des viandes synthétiques. Donc des viandes qui sont développées en laboratoire à partir de cellules et où on fait de la reproduction cellulaire. On va essayer de développer donc une viande de laboratoire. Donc ça, c'est une autre voie. Mais voilà, pour vous donner une idée du type de problématiques qui sont adressées aujourd'hui par la biotech, c'est pas une liste exhaustive encore une fois. C'est trois grands sujets sur lesquels, en tout cas, je suis confronté, moi, dans mon expérience. On parle du climat. Je voulais quand même faire un petit clin d'œil en termes de statistiques et de contribution aux gaz à effet de serre. On pointe souvent du doigt la Chine sur l'impact qu'elle a au niveau de la pollution dans le monde. C'est évident qu'elle a un impact considérable, mais c'est quand même pas très juste de ne regarder que la situation aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant quand même de regarder les statistiques et de vérifier quelle a été la contribution cumulée, parce que les gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui, qui nous embêtent dans l'atmosphère, ne sont pas arrivés que de l'année dernière. Et donc, quelle est la contribution de chaque pays dans cette quantité de gaz à effet de serre qu'on a aujourd'hui? Et là, quand on va regarder ici, on a un autre graphique. Et là, les champions du monde, c'est les Américains, de loin. Donc, ils ont presque 2 fois en termes de contribution. Ils ont contribué à presque 2 fois ce qu'a contribué la Chine dans la quantité de gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui des particules qui sont des molécules qui sont dans l'atmosphère. Alors, prochaine étape, je vais vous parler donc de CRISPR-Cas9. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je pense pas. Ok. Alors, je vous ai parlé de biotech, je vous ai parlé de micro-organismes. Et je vous ai fait un tout petit teaser en vous disant qu'en fait, il fallait aider un petit peu ces micro-organismes à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et donc, il y a deux grandes méthodes pour essayer de pousser des micro-organismes à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent pour nous. Il y a d'un côté l'ingénierie génétique, avec des méthodes donc, de modification du génome, et de l'autre côté des méthodes d'évolution. Donc, on parle d'évolution dirigée, je vais vous en parler un petit peu plus après. Et dans les manipulations génétiques et dans l'ingénierie génétique, je tenais à vous parler de cette technologie parce que c'est vraiment une révolution extraordinaire dans le monde biotech et c'est une révolution pour toute l'humanité. Et vous allez forcément connaître, vous vivez déjà certaines, vous allez connaître de plus en plus les applications et les conséquences de cette révolution dans le monde dans lequel vous allez vivre et vous vivez aujourd'hui. Il y a donc ça a été découvert en 2012 et c'est intéressant aussi pourquoi je voulais la mettre en avant, puisqu'en fait c'était découvert par une Française et une Américaine. Française, donc Emmanuelle Charpentier, et l'Américaine, donc Jennifer Doudna, qui ont eu le prix Nobel de chimie en 2020. On leur a décerné le prix Nobel de chimie pour cette découverte. Et en fait, cette découverte, c'est qu'elles ont réussi à développer, donc à trouver une technologie qui permet d'éditer le génome de n'importe quoi, puisque vous savez que l'ADN, ce qui est assez fantastique, c'est que l'ADN est partagé par tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, toute la vie qu'on connaît nous aujourd'hui, on ne la connaît que par le prisme de cet ADN. On ne connaît pas de vie
sans cet ADN avec les mêmes 4 lettres. Vous savez qu'on partage, vous et moi dans cette salle, mais avec tous les humains du monde, on a 99,9% de notre ADN qui est en commun. On diffère que de 0,1%. Vous savez qu'avec les chimpanzés, on diffère que de 1 à 2% seulement. Avec les chats, on a 90% de notre ADN en commun avec les chats. 80% avec une vache. Et enfin, le mieux de tout, on a 60% de notre ADN commun avec une fraise. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un ramène ta fraise, c'est pas complètement faux. C'est à 60% vrai. Donc, je vais vous parler de ça parce que justement, donc, la possibilité d'éditer ce génome, elle s'applique donc à tous les êtres vivants. Et ces chercheurs, ces chercheuses, elles ont réussi donc à trouver une méthode qui permet de découper de manière extrêmement précise, comme un chirurgien de l'ADN, des fragments d'ADN, et dans une durée qui est extrêmement réduite par rapport à ce qui se faisait avant. Pour vous donner une idée, avant ça prenait à peu près 1 an pour faire une manipulation génétique de ce type, et aujourd'hui c'est quelques semaines. Et le coût a été réduit d'un facteur de 100 à peu près, le coût de la manipulation. C'est-à-dire qu'avant, c'était que dans certains grands laboratoires avec d'énormes moyens et du matériel très poussé. Aujourd'hui, dans quasiment n'importe quel laboratoire, on peut faire ce genre de manipulation pour un coût qui est vraiment très faible. Et donc, la manière dont cette technologie fonctionne, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, les bactéries, depuis l'aube des temps, depuis on sont toujours en fait en train de se défendre contre des bactériophages, des phages qui sont en fait des virus. Et lorsque ces virus en fait attaquent les bactéries, la plupart du temps, si c'est un nouveau virus, elles n'arrivent pas trop à survivre. Mais dans le nombre, il y en a quelques-unes qui vont réussir à survivre. Et lorsqu'elles survivent, en fait, dans leur système immunitaire, elles arrivent en fait à garder en mémoire l'ADN ou un fragment de l'ADN du virus qui les a infectés. Donc elles le gardent en mémoire, elles l'inscrivent dans leur propre patrimoine génétique, de sorte que lorsque ce virus revient plus tard, elles transmettent, donc elles vont relire cette chaîne, ce fragment d'ADN, elles envoient un message ARN à une protéine qui s'appelle la protéine Cas9, cette fameuse protéine, et cette protéine, avec ce petit fragment d'ADN qui était mémorisé, elle va vérifier si elle arrive à le retrouver quelque part, et dès qu'elle le trouve, elle le coupe partout. Et donc, ces chercheuses, donc ça c'est quelque chose qui existe déjà dans la nature, et ces chercheuses, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de hijacker ça, et de nous donner les instructions qu'on veut à cette protéine, pour qu'elle aille découper les morceaux d'ADN qu'on veut. Et ça marche. Et elles ont eu le prix Nobel de chimie pour ça. Ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un certain génome, on dit je veux enlever tel segment entre telle lettre et telle lettre, on le transmet à cette protéine et elle va découper pour nous, avec une précision inégalée. Donc ça va vraiment avoir un impact considérable. Donc vous imaginez que ça a révolutionné en fait toute la recherche dans le domaine biotech, parce qu'en fait ça met à la disposition de tous les petits laboratoires, toutes les entreprises. Donc ça leur met à disposition cet outil formidable. Donc on peut faire des manipulations génétiques un peu partout. Après ça soulève des questions éthiques, hein, on va discuter après. Mais en tout cas ça a développé la technologie et puis ça ouvre des portes et des perspectives incroyables pour la médecine notamment. Il y a déjà des traitements sur la base de ces technologies qui sont en développement, notamment pour essayer de trouver enfin un remède final contre le sida, contre le cancer. Il y a déjà des essais qui sont faits là-dessus. Donc c'est vraiment une révolution. Et aujourd'hui, donc dans la plupart des projets en fait technologiques sur lesquels je travaille, on parle toujours de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des manipulations génétiques, mais c'est devenu tellement banal en fait maintenant, c'est tellement plus une problématique, parce que c'est vraiment pas cher et c'est court qu'on fait ces manipulations tout le temps. Et pour vous donner une idée à quel point aujourd'hui la biologie synthétique s'est développée, s'est dématérialisée, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on échange en fait ces séquences de gènes, on les échange par mail sur un document doc, on copie des lettres et on les échange. Et c'est comme ça que sont les échanges. C'est pour vous dire, en fait, on se pose des questions et on réalise à quel point on est du code. On est du code. C'est-à-dire que lorsqu'on prend du code, on le recopie là, on le colle, on fait ça et hop, et on voit l'avenir, on voit ce que ça donne comme instruction. Donc ça fait vraiment se poser des questions, et moi, il y en a parmi vous qui sont en spécialité dans les télécoms? Non, pas trop ce soir, ok. Moi, je suis ingénieur télécom à la base. Donc, donc moi, je viens à la base, je suis un produit donc du code informatique à la base. Et donc, si vous voulez, ça m'a vraiment fasciné lorsque j'ai découvert ça, puisqu'en fait, parallèle, il y a une nouvelle matière qui s'est développée en France qui s'appelle la bioinformatique,
où justement, en fait, on va prendre de la hauteur par rapport à la biologie et à la vie, on va analyser que le code génétique. Alors évidemment, ça a des limites, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout interpréter par rapport à ce code génétique. Et même par exemple, lorsqu'on va analyser des protéines et qu'on n'a que le code génétique, on n'arrive pas encore à prédire quelle est la structure 3D de cette protéine, comment elle s'enveloppe ensuite par la suite. Donc il y a encore plein de limites. On est encore au tout début de cet apprentissage. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant et fascinant de voir ce que c'est que la vie. Et lorsqu'on constate au quotidien, et je le vois au quotidien dans des projets où on voit en fait l'impact de ça, de ce code, pour vous donner une idée du genre de problématique qu'on va avoir, et là je vais faire le parallèle avec des ressources qu'on a encore à La Réunion qui sont inexploitées. Par exemple, on a un procédé de fermentation qui produit une certaine molécule, et pendant ce procédé de fermentation, les micro-organismes se développent. En se développant, ils génèrent de la chaleur, et puis à un moment, ils deviennent trop chauds, c'est trop chaud dans le milieu, et là, leur productivité commence à décroître, parce qu'il fait trop chaud pour eux, et ils sont pas à l'aise. Comme vous, quand la température est pas bonne, qu'il fait trop chaud, vous commencez à moins bien travailler. Eux, c'est pareil. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, bah, ce serait bien de pouvoir optimiser ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que les micro-organismes, ils arrivent à être plus tolérants, plus résistants à la chaleur? Et donc là, par exemple, une des approches qui peut être faite, c'est de se dire, et si on allait voir dans la nature, s'il y a des micro-organismes qui, par l'évolution, au fil des millions d'années, ont réussi à développer par la sélection naturelle une aptitude à résister à la chaleur. On parle de micro-organismes ou de bactéries extrémophiles, c'est-à-dire qu'elles sont à l'aise avec des conditions extrêmes. Et donc là, à La Réunion, avec son volcan, avec ses fonds marins, avec ses espèces endémiques, la Réunion est une source de ces bactéries extrémophiles, et je vous parle en connaissance de cause, parce que j'ai déjà travaillé sur des projets où des entreprises technologiques françaises sont venues faire des prélèvements à La Réunion, par exemple près des volcans, pour essayer de voir s'ils arrivaient à trouver des bactéries qui vivent près de chaleur très élevée, et ensuite on récupère ces bactéries, on a un patrimoine génétique qu'on va analyser, donc on a une diversité génétique, et on va analyser, on va essayer d'identifier quels sont les gènes, le ou les gènes responsables de cette aptitude à pouvoir résister à la chaleur. Et c'est très difficile, mais parfois on arrive à trouver ces gènes. Et donc là, la logique, c'est de se dire, tiens, on va récupérer ce gène-là, qui est dans cette bactérie, puis je vais essayer de l'insérer dans cette bactérie qui produit déjà pour moi, qui sait déjà produire ce que je veux, et qui a un champion de production que j'ai travaillé, que j'ai fait évoluer pendant des générations et des générations. Et bien mon champion, je vais lui apprendre maintenant à résister un peu plus à la température. Et donc l'idée, c'est de savoir maintenant ce gène-là, où est-ce qu'on va l'insérer dans ce génome, pour que ça fonctionne, on ne peut pas l'insérer n'importe où. Et donc ça, c'est le genre de recherche, le genre de problématique, le genre d'approche, pour vous donner une idée, qu'on a dans ce milieu. Et La Réunion est riche en biodiversité. Ça, vous entendez souvent ce terme. Voilà ce que ça veut dire. Une des applications de cette biodiversité, une des applications, une des manières dont elle peut être exploitée. Alors, maintenant, je vais vous parler donc des obstacles à la mise en place et à la pérennité des partenariats en fait stratégiques entre la Chine et l'Occident, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu qu'est-ce que j'apporte comme valeur et les raisons pour lesquelles mes clients voient un intérêt à faire appel à moi pour la mise en place de ce type de partenariat. Le premier obstacle qu'il y a donc à la mise en place de ce type de partenariat, c'est la confiance. On est dans des partenariats technologiques, on est face à des chercheurs qui ont travaillé des années entières, parfois toute leur vie, pour développer une certaine technologie, et donc ils ont très peur. Ils ont très peur que cette technologie, on leur vole, que leur propriété intellectuelle soit volée, mal utilisée. Donc il y a déjà une méfiance naturelle dans ce milieu sur le partage. Alors, en général, cette méfiance, elle n'est pas dans le milieu académique. Dans le milieu académique, les scientifiques partagent très librement, au contraire, ils sont très contents de montrer ce qu'ils ont réussi à trouver, et ils échangent très librement. Mais dès qu'on passe dans le monde des affaires et dans le business, donc dès qu'il y a un spin-off et que un projet qui a été développé dans le milieu académique, par exemple, on en fait un spin-off, c'est bien une start-up technologique qui va la vendre, là, ça change complètement la dynamique. Parce que là, c'est une start-up, il faut qu'elle protège sa propriété intellectuelle, donc problématique de brevet, problématique de protection, de secret industriel, de ne pas divulguer le savoir-faire. Donc tout de suite, ces mécanismes se mettent en place et ce sont des mécanismes défensifs. Et donc forcément, les entreprises sont dans une position défensive par rapport à ça, les entreprises technologiques. Donc il y a déjà un premier obstacle, c'est une problématique de confiance. La deuxième problématique, c'est les différences culturelles. On
fonction des différents pays, et la Chine est vraiment un pays vraiment à part avec une culture vraiment très particulière. Il y a une culture des affaires qui est très différente et une culture de la communication qui est très différente. Donc, on ne communique pas de la même manière, on ne dit pas les mêmes choses, on ne dit pas les mêmes choses de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière. Et donc, ça, c'est un très grand obstacle aussi. Évidemment, il y a la barrière linguistique, vous imaginez. Donc, aller faire travailler des chercheurs euh, espagnols, allemands, ou même américains, ou même français, avec des Chinois. Donc, évidemment, une grosse problématique linguistique. Je vais en parler un petit peu plus sur le slide précédent, le slide suivant, pardon. Il y a ensuite un gap entre les entreprises technologiques et industrielles. En fait, les entreprises technologiques, elles ont tendance à, forcément, elles travaillent sur leur technologie, donc elles ne voient que ça, et elles se disent tout le temps qu'elles ont la technologie qui va révolutionner le monde, et elles comprennent pas pourquoi tout le monde ne veut pas mettre 50 ou 100 millions d'euros dans leur technologie maintenant. Et les industriels, eux, ils ont l'habitude de voir des technologies comme ça et d'en voir 30 par jour. Et ils voient que sur les 30, il y en a 29 qui marchent pas, au final. Et donc, lorsque l'entreprise technologique lui dit, mais attendez, moi je vous demande de me payer de ça et ça et ça en milestone, c'est quand même normal, vu le travail que j'ai fait, vous vous rendez compte, le risque est quand même limité, ça fonctionne bien. Et l'industriel, lui, il a ce discours-là tous les jours. Et il a déjà dépensé des millions d'euros dans des projets qui n'ont pas marché. Donc, il y a un positionnement au niveau du risque et de la réalité économique de ce que représentent des investissements risqués qui est vraiment différente entre une entreprise technologique et des industriels. Et enfin, il y a une méconnaissance de l'environnement social, juridique et économique de l'autre qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre en fait les décisions que fait l'autre, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas d'accord avec nous sur tel ou tel terme, on ne comprend pas pourquoi il ne voit pas les choses de la même manière, alors qu'en fait il est dans un environnement qui est complètement différent, et donc ça l'amène à avoir donc une attention qui est dirigée et une importance relative qui appuie sur tel ou tel point différente. Donc, une des clés en fait de la valeur ajoutée qui est apportée, c'est en termes de négociation. Et donc là, ce que je voulais, je vais pas vous faire un cours trop long ici sur la négociation, mais je voulais quand même vous poser quelques bases sur des bases de la négociation. Déjà, commencer par bien insister sur les limites de la traduction euh, ou d'une négociation via un traducteur. Un traducteur, déjà, il a la complexité de devoir traduire ce qu'il entend dans des discussions, dans une négociation. C'est déjà pas évident. Alors, traduire entre le français et l'anglais, c'est facile, hein, mais traduire du chinois vers du français, ou même de l'anglais, c'est très compliqué. Ou inversement. Et en particulier, lorsque vous allez dans des domaines avec un vocabulaire très précis, très particulier, et souvent dans ces milieux, on parle de projets qui sont à la pointe technologique mondiale, et donc souvent c'est des domaines très pointus, chacun a sa petite niche, avec son vocabulaire spécifique particulier. Et donc c'est impossible d'avoir un traducteur qui maîtrise tout ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut réussir à manipuler les concepts. Si on se contente de traduire littéralement, on n'arrive pas à vraiment bien comprendre lorsqu'on a des questions, on n'arrive pas à clarifier ce qu'on ne comprend pas, donc il faut réussir à manipuler ces concepts. Et en plus, lorsqu'on est en négociation, qu'on va négocier des termes et qu'on va essayer de trouver des solutions, si on ne comprend pas les termes et qu'on ne fait que de mettre des mots sur des choses abstraites qu'on ne comprend pas du tout, c'est impossible d'arriver à trouver des solutions innovantes au niveau du partenariat. Et enfin, le traducteur, si il arrive à maîtriser tout ça et qu'il est bon déjà, parce que c'est très difficile, c'est un exercice très très difficile, qu'il arrive à traduire fidèlement, il ne va traduire que fidèlement. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il va traduire ce qui est dit. Et le plus important dans ce genre de partenariat, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qu'on veut faire comprendre, c'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut faire comprendre, c'est le message qu'on veut faire passer. C'est les non-dits. C'est souvent ça qui est le plus important. Et ça passe complètement à côté du traducteur. Et donc, ce qui est très important, c'est de réussir à avoir une négociation pluriculturelle, plurilinguistique. Vous savez, Nelson Mandela disait, lorsqu'on parle à quelqu'un une langue qu'il comprend, on parle à son cerveau. Lorsqu'on parle à quelqu'un une langue, on lui parle dans sa langue maternelle, on parle à son cœur. Et bien souvent, lorsqu'on est dans ces discussions-là et qu'on touche un chercheur qui a travaillé sur cette technologie pendant des années, il faut parler à son cœur. Sinon, on n'y arrive pas.
Donc il faut lui parler dans sa langue maternelle. Et pareil pour l'industriel qui va devoir prendre un risque, s'engager, il faut lui parler à son cœur aussi. Donc, vous comprenez ici les limites de la traduction et l'importance d'une négociation dans ce domaine, une réelle négociation. Alors, le mot négociation, surtout en France, mais dans le monde occidental de manière générale, il est assez mal perçu parce qu'on a une mauvaise idée de ce que c'est que la négociation. En général, on entend par négociation, on a l'impression que c'est une personne en face de l'autre sur une table et qui vont se faire un petit peu un match de boxe et c'est celui qui arrive à tirer les meilleurs termes par rapport à l'autre. Ça, c'est la vision archaïque de la négociation qui crée très peu de valeur. La négociation, la vraie négociation qui crée de la valeur, et c'est celle qu'on apprend notamment à Harvard, c'est la négociation qu'on appelle non pas compétitive, qui est celle que je viens de vous expliquer, la négociation traditionnelle, mais c'est une négociation collaborative. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on est l'un en face de l'autre et on va essayer de se partager un gâteau, on se met l'un à côté de l'autre sur une table et on se dit on va regarder ensemble la problématique, on est ensemble et on va essayer ensemble de résoudre cette problématique qui est de savoir comment on va déjà faire pour faire grossir ce gâteau grâce aux informations qu'on va échanger. Dans une négociation compétitive, on essaye de donner le moins d'informations possible à l'autre. On se protège. Parce que s'il sait l'information, il va pouvoir nous tendre plus le bras. Dans une négociation collaborative, on va aller chercher l'information et on va partager cette information parce que, en partageant l'information, si on est dans un process de négociation collaborative, l'autre personne en face va savoir ce qui est important et donc si elle est elle aussi dans une dynamique de négociation collaborative, elle va chercher des solutions et peut-être des solutions auxquelles nous on n'a pas pensé parce qu'en fait vous imaginez bien que deux parties qui ne se connaissent pas et qui sont en compétition, elles ont peur de lâcher des informations. Donc peut-être que si elles lâchaient telle et telle information, elles sauraient qu'elles peuvent travailler là-dessus en fait. C'est très simple. Mais tant qu'elles ne le lâchent pas, elles n'ont pas cette opportunité. Et donc l'idée, c'est de partager l'information pour faire naître des opportunités, créer de la valeur dans cette négociation. Et c'est ce qu'on appelle une négociation collaborative, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble pour faire grossir le gâteau. Et une fois qu'on a fait grossir le gâteau, on se répartit la valeur en disant ben voilà, on se répartit et pareil, on négocie de manière collaborative en disant bon, qu'est-ce qui serait sain de partager, comment on peut le faire pour que ça ait du sens pour vous et pour nous. Donc ça, c'est l'importance donc du type de négociation. Et enfin, juste vous donner une clé là-dessus qui est très importante aussi. Et vous savez, les négociations, je voulais vraiment vous le partager avec vous ce soir parce qu'en fait, on ne fait que ça dans notre vie. Vous êtes tout le temps en train de négocier avec votre professeur, avec votre copain, avec votre copine, avec vos parents. Où est-ce qu'on va aller en voyage? Où est-ce que je peux aller m'amuser à faire ça? Est-ce que je peux partir en vacances là? Est-ce que on peut faire ça ensemble? Est-ce que je peux venir plus tard? Est-ce que je peux venir plus tôt? On est tout le temps en train de négocier. Et c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Et donc, dans une négociation, là où il faut faire très attention, c'est une clé que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a toujours une partie substantielle et une partie relationnelle. La partie substantielle, c'est ce qu'on va réussir à tirer comme terme concret d'une négociation. C'est-à-dire, par exemple, le prix sur lequel on se met d'accord. Si on veut investir dans une société, c'est le nombre de parts qu'on va avoir, la valorisation sur laquelle on va se mettre d'accord. Ça, c'est des termes substantiels. C'est des jours de congé. C'est chiffré, c'est quantifiable, c'est des termes substantiels. Ou alors, ça peut être par exemple des droits de vote qu'on arrive à négocier dans une société. C'est une partie substantielle. Et il y a une autre partie, et en fait la recherche, donc le programme notamment de négociation de Harvard qui a été fondé donc après la Seconde Guerre mondiale, pour vous donner le contexte, un programme était après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont dit bon, il doit y avoir des manières plus efficaces de négocier vu ce qu'on vient de se faire. Comme une guerre mondiale, on ne s'est pas trop bien pris en négociation dans le monde, il doit y avoir des meilleures manières de négocier pour éviter ce genre de conflit. Et donc ils ont créé un programme de recherche, et au fil des années, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont nourri en fait ce programme avec tous les plus grands leaders du monde, à la fois dans le domaine évidemment business, mais dans le domaine politique, dans le domaine militaire, dans le domaine diplomatique, tous les plus grands leaders, les plus grands négociateurs de cette terre, à les interviewer et à analyser les techniques de négociation pour aboutir en fait à une théorie de la négociation qui est confirmée par la pratique. Et donc on apprend énormément de techniques de négociation, qui sont extrêmement intéressantes, et notamment cette recherche prouve statistiquement de manière évidente que le plus important dans une négociation sur le long terme pour vous, c'est la partie relationnelle. C'est-à-dire, à la fin de la négociation, qu'est-ce que vous allez laisser comme image et comme ressenti à l'autre partie?
Si vous lui avez tordu le bras et vous avez réussi à récupérer une bonne partie, des bons termes sur la partie substantielle, mais qu'il l'a en travers de la gorge, il va partir de la table, peut-être il vous aura dit d'accord, peut-être qu'il va signer, mais au fond de lui, il n'aura pas accepté ça. Et peut-être qu'il va le savoir après plus tard, il le réalise peut-être pas sur le moment, et il va se dire, je me suis vraiment fait tordre le bras, et ça lui plaît pas. Et là, à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il va peut-être chercher par la suite des manières, en fait, de sortir de l'accord qu'il a signé, c'est de trouver des solutions pour jouer sur les mots, analyser avec l'avocat le contrat, ou alors tout simplement pour ne pas suivre les engagements, ou pas se donner de la même manière. Et en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas avoir envie de retravailler avec vous. Et c'est là où c'est la plus grande perte. Parce qu'en fait, ce programme prouve que sur le long terme, la plus grande valeur qu'on a à chercher, c'est pas sur cette négociation-là. C'est sur les deals répétés. Et donc, lorsque vous êtes en négociation et que vous arrivez à créer un partenariat, c'est pas celui-là, c'est jamais celui-là qui va vous rapporter le plus de valeur. C'est ceux qui vont vous être apportés par cette partie qui va revenir, qui va parler de vous, qui va parler à une autre entreprise qui va venir vous chercher, qui va venir vous voir. C'est tous les autres partenaires qui vont être montés par la suite. C'est sur le long terme qu'on gagne le plus de valeur. Donc ça, je voulais vraiment vous transmettre ce message. Ayez-le en tête lorsque vous êtes en négociation personnelle, dans les affaires, avec n'importe qui. Quand vous voyez que vous tirez trop sur la corde et qu'il va peut-être accepter, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas plus à gagner à conserver une bonne relation avec cette personne? Donc, j'ai décrit un petit peu l'approche, donc vous comprenez, je vais résumer un petit peu les points clés donc de l'approche de mon cabinet donc Auchung dans la mise en place et la gestion de ces partenariats stratégiques. Et donc, si je dois résumer l'approche, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Si je dois résumer l'approche de mon cabinet dans ces partenaires, bon, elle transpire un petit peu de ce que je vous ai expliqué là précédemment. C'est donc, j'ai un premier principe que je communique toujours à mes clients, c'est que je ne travaille pas exclusivement pour eux. Mon client principal, c'est pas eux, c'est le partenariat. Et donc, je ne vais pas suivre aveuglément et je ne vais pas défendre aveuglément leur intérêt dans les négociations si c'est au prix d'un partenariat avec des termes sains. On négocie tant que ça reste équilibré et sain. Si on tord le bras trop de l'autre et qu'elle a un mauvais ressenti, parce qu'on n'arrive pas à lui expliquer, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait que c'est raisonnable, c'est très dangereux pour la suite. Et au final, le partenariat, comme je vous disais, il va finir par se faire, ou alors il va peut-être démarrer, mais ensuite, au bout de quelques années, les parties vont trouver des solutions pour contourner, et ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc le plus important, c'est d'avoir suffisamment de communication, suffisamment de compréhension entre les parties, pour arriver à un accord qui est bien équilibré et qui est sain, et qui va pouvoir résister à l'épreuve du temps. Donc ça, c'est un des premiers principes. Deuxième principe, c'est que je ne traduis pas les échanges. Je ne traduis pas littéralement et je filtre. Ça, je préviens mes clients. Vous savez, il y a des choses que la partie en face va dire que je ne vais pas vous dire, et il y a des choses que vous allez me dire que je ne vais pas dire à la partie en face. C'est la manière dont je travaille. Parce qu'il y a des moments, dans le contexte où vous allez vouloir communiquer ce message, ou dans le contexte sur le moment où la partie en face va vouloir communiquer ce message, peut-être que vous ne serez pas prêt à l'entendre, ou peut-être qu'elle ne sera pas prête à l'entendre. Qu'il faut d'abord donner le contexte, il faut peut-être expliquer d'autres choses avant, de pourquoi elle pose cette question, dans quel contexte elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu avant, comment ça se passe dans son pays, et pourquoi elle pose ce type de questions. Et seulement en vous donnant le contexte, vous pouvez le comprendre, plutôt que de réagir violemment en ne comprenant pas du tout sur le moment pourquoi on pose cette question ou pourquoi on n'est pas d'accord tout de suite avec telle ou telle remarque. Et donc, c'est une des valeurs que j'apporte. Attention, je ne traduis pas, je filtre. Et ensuite, je vais vous dire, après, voilà, en fait, à un moment, elle a voulu dire ça, mais en fait, je n'ai pas voulu vous l'expliquer maintenant, ce qu'il fallait que je vous donne un peu plus de background, un peu plus de contexte pour que vous compreniez, et idem, inversement. Et donc ça, c'est un point important. Puis ensuite, je vais formuler les choses de manière différente. C'est-à-dire qu'on dit les choses d'une certaine manière dans une culture, on va pas trop insister là-dessus parce que c'est évident. Et de l'autre côté, la culture, si on lui a pas dit merci de telle ou telle manière, elle risque de se vexer. Et donc, si la culture en face, elle n'a pas réalisé qu'à ce moment-là, il fallait insister sur le merci de ça, moi, même si elle l'a pas dit, je vais la rajouter. Et donc, parce que je sais qu'en fait, elle le pense, mais qu'elle pense pas à le dire sous cette forme-là, à ce moment-là. Donc, ça, c'est un des principes aussi que j'utilise. Et donc voilà, c'est les principes fondamentaux. Je ne vais pas passer par tous les principes parce que j'ai déjà débordé sur le temps. Et donc maintenant, je voulais passer sur le dernier slide avant les questions.
Et donc sur les takeaways, donc est-ce que vous pouvez essayer de vous donner des choses avec lesquelles vous pouvez repartir, quelque chose sous le bras. Donc premièrement, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de maintenir le plus possible euh, la curiosité que vous pouvez avoir. J'espère qu'il vous en reste encore un petit peu. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on est curieux, et c'est en fait la société petit à petit qui nous désapprend à être curieux. C'est ce qui explique très bien Ken Robinson, vous savez, dans un de ses TED Talks, je vous invite vraiment à visionner, c'est extrêmement intéressant et très marrant. Et donc, c'est très important de rester curieux. Et je vais faire le parallèle avec le point d'après. Ne restez pas enfermé ou ne vous restreignez pas par rapport à la trajectoire de vos études ou par rapport à votre identité ou votre nationalité. C'est pas parce que vous avez choisi une majeure, là, dans vos études, qu'il va falloir vous travailler là-dedans dans toute votre vie. Les études, c'est rien, c'est une toute petite période. C'est quelques années. Donc ne vous laissez pas enfermer sur quelques années parce que vous avez fait un choix quand vous étiez en terminale de dire je vais étudier ça. Vous réalisez quelques années après qu'il y a d'autres domaines qui vous intéressent beaucoup plus et qui sont peut-être beaucoup plus porteurs. Ne restez pas enfermé sur vos études. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup plus dans votre vie si vous êtes curieux et que vous continuez à apprendre tous les jours. Vous allez apprendre beaucoup plus que ce que vous apprenez dans vos études. Dans vos études, on va vous apprendre, on n'a pas le temps, les professeurs ont très peu de temps. Et en fait, même en master, pour certains ceux d'entre vous, pour les masters, en diplôme d'ingénieur, on n'apprend pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on balaye les matières. On ne rentre pas en profondeur. Il n'y a qu'en doctorat où on rentre en profondeur vraiment dans des sujets pointus qu'on va creuser. Jusqu'au master, on papillonne. On touche un petit peu une petite matière, on regarde un petit peu. Et les professeurs, c'est pas leur rôle de nous apprendre vraiment des choses pointues. Leur rôle, c'est juste d'essayer, à mon sens, de nous donner envie d'aller approfondir, de nous montrer ce qui existe et d'essayer de transmettre une certaine passion et une envie d'aller approfondir. Donc, ne partez pas du principe que quand vous allez sortir d'école, vous savez faire des choses. Je vous dis, hein, je ne vais pas vous décevoir, mais non, on ne sait rien faire quand on sort d'école, hein, école d'ingénieur, on ne sait rien faire. On a juste appris à travailler, ça c'est formateur, on sait raisonner, on a appris en tout cas à raisonner, à appréhender des problématiques, mais tout est à faire. L'apprentissage commence après. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête, et surtout ne vous fermez pas des portes si vous voyez des opportunités passer dans des domaines qui ne sont pas votre cœur d'apprentissage à la base dans vos études. Vous voyez, moi je travaille aujourd'hui dans le milieu bibliothèque, c'est pas du tout ce que j'ai étudié dans mes études. En presque 9 ans d'études post-bac, j'ai jamais fait un cours sur la bibliothèque, à aucun moment. Pourtant, aujourd'hui, c'est une des activités principales. Euh, on vous dit toujours que c'est important de choisir ce qui vous plaît. Oui, c'est sûr. Si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, vous serez jamais bon dedans. Vous réussirez jamais correctement. Donc c'est très important. Par contre, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de choisir ce qui vous plaît parmi les secteurs porteurs. C'est quand même plus facile. Je vous ai montré un petit peu quelques idées de grands défis qu'il y a. C'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on est dans un secteur porteur. Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut me plaire dans tous les grands défis qu'a l'humanité? Ça ne manque pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut me plaire? Et vous allez finir par trouver quelque chose qui va vous plaire a priori, je pense. Il y a quand même beaucoup de choix. C'est quand même plus intéressant de partir de cette dynamique de d'abord sélectionner un choix de sujets qui sont vraiment porteurs et ensuite choisir parmi ce choix qu'est-ce qui peut vous plaire, dans quoi vous allez avoir envie d'approfondir. Et c'est que si vous trouvez quelque chose qui vous passionne, que vous n'allez pas compter les heures et que vous allez tout le temps être en train d'apprendre. Et là, vous allez devenir bon, et là, vous allez vraiment pouvoir développer des compétences qui vous permettent de tirer votre épingle du jeu sur le marché mondial. Ensuite, ne restez pas enfermé dans votre identité. C'est pas parce que vous êtes réunionnais, alors c'est bien d'être réunionnais, de vouloir contribuer à la Réunion, à la France, et de toujours revendiquer cette identité, je suis le premier à le faire, mais ne restez pas enfermé dans cette identité à vous dire, ben, si je suis réunionnais et français, je peux forcément que travailler sur des projets qui sont en lien avec la Réunion ou la France. Aujourd'hui, je travaille sur des partenariats. La plupart des partenariats sur lesquels je travaille n'ont aucun rapport avec la Réunion ou la France. Aucun. Je travaille avec un côté, c'est un client chinois, de l'autre côté, c'est un client américain, par exemple. Donc, mon identité réunionnaise n'existe pas. Dans ce genre de partenariat, j'ai des partenariats où des entreprises chinoises font appel à moi pour les aider à négocier avec une autre entreprise chinoise. Donc là, mon identité française, même européenne, n'a pas de sens. Donc c'est pour vous dire, ne vous fermez pas des portes par rapport à ça. Et enfin, donc l'avant-dernier point, c'est concentrez-vous. Vous savez, il y a beaucoup de choses. En France, en plus, on est considérés comme des grands râleurs.
Vous savez, j'ai vu un article passé dans l'Économiste il n'y a pas longtemps, on disait pourquoi les Français sont si râleurs. Il y a des études là-dessus, on essaie d'analyser pourquoi on se plaint de tout en France. Et donc, c'est important, c'est une des clés du bonheur et de la réussite, de ne pas gaspiller du temps et des ressources à se plaindre sur des sujets qu'on ne peut pas contrôler. Ça sert à rien de se plaindre parce qu'il pleut. Ça sert à rien de se plaindre parce qu'il y a une crise, de se plaindre parce que l'environnement économique est morose. Ça sert à rien. Vous n'avez pas d'impact là-dessus. Donc vous faites que de gaspiller de l'argent. De gaspiller de l'argent, du temps, de l'énergie. Concentrez-vous, votre réflexion et votre énergie, sur des choses sur lesquelles vous avez un impact, sur les choses que vous pouvez contrôler. Ça, c'est productif. Donc posez-vous la question à chaque fois que vous êtes en train de râler, on dit ah je suis pas content, ça marche pas. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez avoir un impact? Oui, alors allez-y, essayez de le changer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le changer? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez absolument pas changer? C'est vraiment, ça vous dépasse complètement. C'est une politique entre deux pays. C'est pas vous qui allez changer ça, en tout cas pas maintenant. Donc non, c'est pas la peine. Prenez ça comme un fait. C'est une contrainte. Il y a une crise. Il y a telle problématique. Qu'est-ce que je fais moi pour tirer mon épingle du jeu dans cette contrainte-là? Plutôt que de vous dire ah qu'est-ce qu'on va faire? Je suis dans un environnement économique qui est vraiment pas porteur. Et enfin, donc, un petit peu un résumé de tout ça en un seul point, et c'est le point de la fin. Vous êtes beaucoup, je pense, à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, et est-ce que vous allez réussir, et qu'est-ce qu'il vous faut, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Donc, je vais vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous êtes dans un pays qui est en guerre? Est-ce que vous avez peur le matin quand vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous allez pouvoir être vivant à la fin de la journée? Okay. Est-ce que vous avez de quoi manger? Est-ce que vous avez le souci de savoir comment vous allez vous alimenter pendant la journée? Non. Est-ce que vous avez accès à un ordinateur avec une connexion Internet? Ok. Ben, vous avez tout ce qu'il faut pour être millionnaire. Il vous manque rien. Tout est sur Internet, vous pouvez tout apprendre, tout est là. En plus, c'est beaucoup plus ludique qu'il y a quelques dizaines d'années. Quelques dizaines d'années, c'était tout des documents en noir et blanc, c'était vraiment... Aujourd'hui, on a énormément de choses sur YouTube, des super vidéos, des super tutoriels, on peut apprendre énormément de choses. Il n'y a qu'à passer du temps, d'être curieux, et vous pouvez devenir un expert dans certains domaines et tirer votre épingle du jeu au niveau mondial. Merci. Alors du coup, je vais prendre les questions. Alors je crois qu'il y a des questions des deux côtés, donc soit dans la salle, soit sur Zoom. Donc allez-y, je prends les premières questions qui viennent. Oui. Alors pour l'instant, ce qui est mis en avant, je ne suis pas un expert dans le domaine, hein, encore une fois, mais pour l'instant, ce qui est mis en avant et de tout ce que j'ai pu lire, non. Au contraire. Il n'y a pas plus de morts. De morts? Oui. C'est-à-dire pourquoi? Il me semble qu'il y a eu un bâtiment qui a été construit par Zurich et Ouais. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, j'ai pas les statistiques précises là-dessus, mais après si c'est sur un bâtiment, c'est compliqué à faire des statistiques dessus. Il faudrait, je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Après, il faudrait voir quel était l'accident et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme mode de production. Je sais pas si c'était Bouygues, déjà c'était pas, en tout cas c'était pas la société que je voulais plus vous donner en exemple parce que c'était en Chine. Je sais pas, je vais pas pouvoir vous répondre là-dessus. Non, alors en fait, ce qui fait, c'est que tout est usiné en fait, d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout sur plan. Plutôt que de construire sur place, ils vont tout usiner. Tout va être préparé en fait en amont en usine. Exactement. En fait, c'est que de l'assemblage ensuite. Est-ce qu'il a fait le déclic de changer de venir au Québec? Je voudrais répéter la question. Oui, alors la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce qui m'a donné le déclic de changer de filière et de commencer à travailler dans le domaine biotech. Donc, alors, très bonne question. En fait, j'ai pas choisi en fait le premier projet de biotech qui m'a été amené. C'est après en fait où j'ai commencé à faire des choix pour de plus en plus chercher, en tout cas privilégier. J'ai jamais eu, bon, je touche du bois, j'ai de la chance, j'ai jamais eu à chercher des clients, sauf au tout début lorsque j'ai monté ma première société.
où j'étais étudiant comme vous, et je venais de sortir, donc là j'ai dû chercher mes premiers clients. Mais après ça, j'ai jamais eu en fait à chercher mes clients, et c'est toujours sur recommandation, petit à petit c'est venu à moi. Et donc c'est juste un moment où s'est posé la question de savoir qu'est-ce que je choisissais de prendre comme projet. J'ai commencé à avoir le luxe dans les dernières années à commencer à choisir, à filtrer les projets. Donc pour répondre à cette question, j'ai commencé en fait lorsque j'ai monté ma première société, donc juste après mes études, j'ai monté ma première société de conseil donc en Chine. Et dans le cadre de cette société, bah, écoutez, comme je vous ai dit, hein, on sort d'école. Pour moi, j'estime qu'on ne sait pas faire grand-chose. Et donc, pour moi, c'était clair depuis tout petit. J'avais jamais envisagé de travailler en tant que salarié. J'étais toujours vraiment décidé à monter mon entreprise un jour. Et donc, je me suis dit, je vais pas. Je voyais ça comme une perte de temps, mais je relativise maintenant aujourd'hui, hein, parce que c'est vraiment juste des pans de vie qui sont complètement différents, avec des avantages et des inconvénients. En tout cas, moi, avec mon regard de jeune diplômé, je me suis dit, je vais tout de suite créer ma société, puis je vais apprendre sur le tas. Et donc, au début, j'ai dû compenser en fait ce manque de pratique et surtout le manque de crédibilité, parce qu'en fait, quand vous sortez d'école, vous êtes un jeune diplômé et vous dites je vais vous conseiller sur quelque chose, bon, le client il vous regarde avec un sourire en coin, parce qu'il dit bon, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir m'apporter celui-là à son âge. Donc au début, j'ai dû prendre un peu tout et n'importe quoi comme projet. Donc je prenais tout ce qui passait, des petites entreprises qui avaient des petits besoins, genre, on veut faire ça avec la Chine, on veut explorer ça, et je prenais tout, je faisais des études de marché, j'essayais de les aider à analyser ça, à trouver un concurrent, à trouver un partenaire peut-être là-dessus, ou à faire du commerce, à les aider à faire du sourcing. Donc j'ai commencé un peu par un peu n'importe quoi comme type de projet. Je prenais tout venant pour pouvoir en vivre hein, déjà, pour pouvoir rentrer quelque chose qui puisse me permettre, au début c'était purement alimentaire, de pouvoir payer un loyer en Chine, de pouvoir en vivre. Alors, j'ai eu la chance d'avoir mes études qui étaient financées par le gouvernement chinois, donc toutes mes études ont été payées par une bourse d'excellence, donc ça c'était bien. Mais après, du coup, quand j'ai démarré, il a fallu quand même faire rentrer. Donc au début, je prenais tout comme type de projet. Ensuite, ça a commencé à me plaire de plus en plus d'intervenir sur des partenariats stratégiques. Et petit à petit, au fil des années, j'ai pu en fait gagner en crédibilité et les clients ont pu me faire de plus en plus confiance. Donc j'ai démarré, je me rappelle, ma première cliente était une toute petite entreprise qui faisait donc une micro, enfin un auto-entrepreneur en fait qui faisait 40 000 euros de chiffre d'affaires et elle m'a jamais payé au final. Elle a fait faillite avant. Ça c'était bon, pour vous donner une idée, c'était ma première cliente. Et ensuite, à partir de là, au fil des années, les clients, j'ai réussi à prendre des clients donc de plus en plus importants, quelques centaines de milliers d'euros d'abord de chiffre d'affaires, puis quelques millions, puis quelques dizaines de millions, puis quelques centaines de millions, puis quelques milliards. Et aujourd'hui, je travaille sur des partenariats avec, alors pas mon client direct, mais en tout cas, je travaille sur des partenariats où autour de la table, on a des acteurs qui font plusieurs centaines de milliards de yuan de chiffre d'affaires. Donc ça s'est fait vraiment graduellement. Et en fait, à un moment, alors que je travaillais dans d'autres domaines, il y a un projet qui s'est présenté où un client est venu me voir et m'a dit est-ce que tu peux m'accompagner dans ce partenariat stratégique qui est dans le domaine biotech. Et donc, je lui dis oui. Il me dit est-ce que tu peux le faire? Je dis oui, bien sûr. Je lui dis mais qu'est-ce que tu connais à la biotech? Je dis rien. Mais ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, mais on en reparle dans une semaine. Et puis déjà, vous allez voir que j'en connaîtrai déjà beaucoup plus. Et donc, et le client, et je dis par contre, je connais pas le cœur du métier, la biotech. Par contre, je vais vous montrer tout ce que tout ce que je connais, tout ce que je peux vous apporter comme valeur dans votre négociation avec les Chinois. Et donc, le client était partant, on est parti, et c'est comme ça que je suis rentré dans la biotech. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus facile, parce que là, ça m'a vraiment fasciné. Et donc, j'ai commencé cette fois-ci à, puis ce projet-là a donné un autre, parce qu'en fait, le partenaire chinois, donc là, je travaillais pour une entreprise française, cette entreprise française, euh, ensuite, j'ai aidé à nouer avec des partenaires chinois, et parmi ces partenaires chinois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la partie d'en face a voulu me prendre comme, a voulu être mon client, pour que je les accompagne, et depuis, je fais le ping-pong, c'est-à-dire que je représente un client pour négocier avec un autre. La personne, le partenaire qui est en face apprécie en fait cette manière symétrique et équilibrée l'approche que j'ai par rapport au partenaire, donc il me demande de travailler pour eux pour d'autres partenariats. Et ensuite, de nouveau, du coup, je suis en contact avec d'autres entreprises qui, elles, de nouveau, certaines d'entre elles me demandent à nouveau de travailler pour elles. Et c'est comme ça ensuite que j'ai eu tous mes autres projets dans le milieu biotech. Et j'ai commencé à refuser petit à petit les autres projets qui étaient moins intéressants, en tout cas qui m'intéressaient moins par rapport à cela. Est-ce que ça répond à la question? Très bien. C'est peut-être des voilà. Alors, peut-être qu'on peut demander de rétablir leur micro. Alors, je vais mettre.
Ah, c'est bon, là je suis en plein écran, c'est ça? C'était coupé? Parce que là on disait qu'il fallait couper les slides. Ok, très bien. Ok. Alors peut-être, est-ce que Thomas, donc les personnes qui ont posé des questions dans le fil des questions, donc j'ai vu Thomas L'Enfant, j'avais une question sur les langues, Monsieur Pignolet, est-ce que vous pourriez rétablir vos micros? Vous pouvez directement poser vos questions. On vous entend. Très bien. D'abord, merci. J'ai bu du petit lait, je me suis régalé pendant tout votre exposé. Et justement, vous avez parlé de différentes cultures. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots du 5e point cardinal? Cinquième point on a cardinal. le nord, le sud, l'est et l'ouest, et en Chine, il y en a 5. Oui, d'accord, oui, oui, effectivement. Bon, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre correctement à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Chine est focalisée, et en tout cas, c'est un point absolument essentiel pour la Chine d'être à l'équilibre et d'être au milieu. D'ailleurs, vous savez que la Chine, littéralement, ça veut dire empire du milieu. Alors, empire, c'est un mot toujours que j'aime pas trop parce que ça, c'est un peu une surtraduction qu'on a en français. À la base, la Chine, c'est Zhongguo, et Guo, c'est le pays, en fait, aujourd'hui. C'est pas forcément un empire. La France, donc, c'est Fa, Guo. Donc, la Chine, c'est plutôt le pays du milieu. Et vous voyez que dans le caractère de la Chine, le premier caractère de la Chine, c'est un carré avec un trait à l'intérieur qui le tranche. Donc, c'est vraiment ça représente non seulement la vision un petit peu ethnocentrique qu'avait la Chine à l'époque, d'être au centre du monde, mais aussi, et un peu plus loin, et pour un peu répondre à cette question, l'inscription au cœur même de la philosophie de la pensée chinoise de la recherche de l'équilibre et du milieu. Et donc c'est souvent ce qu'on va rechercher dans la pensée chinoise, c'est cet équilibre, et c'est un petit peu l'approche que je cherche aussi à développer dans le cadre des partenariats. Et une question aussi sur voilà, est-ce que dans ton réseau, est-ce qu'il y a d'autres amis comme toi qui ont suivi leur chemin en Chine et qui ont poussé que toi? Oui, enfin, oui, je suis sûr que oui, bien sûr. J'imagine que, alors, dans ce domaine-là, j'en ai pas entendu parler. Je sais que c'est un domaine, c'est un tout petit domaine, le domaine biotech, et je sais qu'il y a très très peu de personnes enfin, en tout cas, tous les clients sur lesquels j'interviens, c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un dans ce domaine-là, et c'est pour ça que c'est assez facile en fait de trouver des clients, parce que c'est vraiment un tout petit milieu où c'est très compliqué en fait de se construire un profil qui a de la valeur en fait. La raison pour laquelle en fait je peux apporter de la valeur dans ces partenariats, c'est non seulement que vous avez compris un petit peu l'approche qu'il y a, mais c'est aussi en termes de culturel et au niveau de la langue. En fait, il y a très très peu de personnes qui apprennent le chinois, qui arrivent à vraiment l'apprendre à un niveau où le chinois peut vraiment être utilisé dans les affaires et où ils ne sont pas des boulets pendant les discussions pour des Chinois. C'est-à-dire que j'estime, alors il n'y a pas de statistiques officielles là-dessus, mais avec quelques amis qui ont vécu en Chine pendant plusieurs années avec moi, on a essayé d'estimer qu'est-ce qui nous paraît être la statistique parmi les gens qui viennent en Chine pour apprendre le chinois, pour faire que ça, qui viennent apprendre le chinois et qui restent plusieurs années au minimum. On estime qu'il y a moins d'une personne sur 1000 qui arrive vraiment à l'apprendre. C'est-à-dire que la quasi-totalité des autres vont soit, la majorité, 80%, vont rester à un niveau zéro, ils vont juste réussir à prendre le taxi ou à commander à manger, et ensuite, dans les 20% restants, ils vont réussir à parler un peu plus, à barouiner un peu plus, à avoir des conversations de tous les jours, mais toujours à condition que la personne en face, le chinois en face, fasse des efforts, les écoute poliment, et on n'est pas du tout dans une dynamique où on peut être sur une table de réunion avec que des Chinois, où ça fuse, où ça va vite, et quand on prend la parole, que tout le monde ne nous attende pas pendant 10 minutes pendant qu'on fasse notre phrase. Donc ça, pour arriver à ce niveau-là, il y a vraiment très peu de personnes, donc en fait, c'est pour ça qu'il y a très peu de concurrence. Et donc, si ça, je peux que vous recommander, si vous avez un attrait pour cette langue, sachez que si vous arrivez vraiment à développer une passion, parce que c'est vraiment ça qui compte, hein, c'est pas forcément d'être particulièrement doué pour ça. Je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment d'être extrêmement motivé, parce que ça prend énormément de temps à apprendre le chinois. C'est une langue qu'on apprend toute notre vie, et ça prend au minimum quelques années pour commencer à pouvoir vraiment en faire quelque chose, à ne faire que ça. Et donc, c'est vraiment très très long. Mais à partir du moment où on développe ça, c'est une compétence qui est très recherchée et qui le sera, je pense, encore plus.
lorsqu'on arrive à l'associer non pas que en tant que traducteur, mais à l'associer à d'autres compétences techniques, et qu'on est capable justement d'appréhender des problématiques scientifiques, techniques, financières, et tout ça en pluriculturel et plurilinguistique, il y a énormément de valeur et beaucoup d'opportunités. Donc, pour répondre à cette question, oui, je sais qu'il y a d'autres Réunionnais, bien sûr, qui réussissent très très bien, et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui réussissent mieux que moi, je ne vois pas pourquoi. Et par contre, je pense que c'est dans d'autres domaines, parce que je les ai pas croisés en tout cas dans ce domaine-là. Dans les autres questions que j'ai vues en ligne, elle portait sur le nombre de langues sur les films. J'en ai pas tant que ça. J'en ai pas tant que ça. Hein. Je parle donc français évidemment, anglais évidemment et chinois. Voilà, j'ai appris d'autres langues un petit peu comme vous en deuxième langue, etc. Mais que j'ai vite oublié par manque de pratique. Donc non, c'est vraiment 3 langues, mais par contre que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que la plupart du temps dans la journée, je vais utiliser les 3 langues, à la fois à l'oral et à l'écrit. Donc, dans les partenariats chinois, notamment, par exemple, si c'est des entreprises chinoises entre elles, ou alors si c'est des contrats bilingues, je vais également relire les contrats en chinois, je peux les corriger, je peux vraiment intervenir à un niveau proficient, en tout cas en chinois, je fais encore des fautes. C'est impossible de parler parfaitement cette langue, donc je continue à apprendre tous les jours. On me pose souvent la question combien de temps ça prend pour apprendre le chinois. Je dis toute une vie. En fait, on s'arrête jamais, donc je continue à l'apprendre tout le temps. Mais en tout cas, je suis à un niveau qui permet de pouvoir travailler. J'apprends encore énormément de vocabulaire tout le temps. Chaque fois que c'est un nouveau projet, une nouvelle technologie, il y a plein de nouveaux vocabulaires à apprendre. Mais ça, j'ai envie de dire n'importe qui d'autre en fait. Hein, parce que comme je vous dis, c'est tellement pointu. C'est un domaine qui a toujours un champ lexical particulier, même quand c'est sa langue maternelle, on ne connaît pas. Et donc voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Donc voilà, c'était Jean-Sébastien Chang, qui est né à La Réunion, comme vous, hein, tu as été jusqu'au bac. Jusqu'au bac, ouais, tout à fait. Tu as fait son école d'ingénieur ensuite en métropole. Paris, ouais. Voilà, et puis vous avez vu un peu de parcours. Donc qui sait, vous, où est-ce qu'on vous retrouvera dans 10, 20, 30 ans voilà, je te laisse le mot de la fin. Très bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent à cette heure de la journée. J'ai bien compris que vous aviez une très grosse journée, donc c'était compliqué de venir, et merci d'avoir fait l'effort. Et j'espère que voilà, certains des petits conseils que j'ai pu vous donner, certains vous les trouverez utiles et qui pourront vous aider, qui pourront vous inspirer. Et encore une fois, mon mot de la fin, c'était vraiment n'oubliez pas ce que je disais en dernier, c'est-à-dire vous avez tout ce qu'il faut en fait. Hein. Vous avez la chance d'être dans un pays, encore une fois, on n'est pas en guerre, vous avez de quoi manger, vous avez un toit, vous avez une connexion Internet, vous avez un ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il vous manque rien d'autre. Donc, allez-y, ne vous fixez pas de limites, et n'ayez pas peur, et ne restez pas emprisonné dans des limites par rapport à votre identité ou à vos études. Bon courage, merci. Merci à tout le monde qui est sur Zoom. Merci beaucoup d'avoir participé à distance. Merci beaucoup pour la présentation. J'imagine qu'il y avait des j'ai trouvé vraiment un petit peu c'était vraiment génial. Et de dire que c'est vraiment impressionnant. Non. Dans la Réunion et puis à Calarochine. Et voilà. Je disais que vous avez connu, alors vous avez blanche. Ouais. Et justement par rapport au vous avez accepté à changer de voix. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais intéressée par Ouais. c'était justement le côté partenariat stratégique entre le continent et la Chine, évidemment. Oui, voilà, forcément. Moi, ça me touche au plus profond de moi, parce que généralement, j'ai 2 identités, donc ça me touche beaucoup, ça me plaît énormément, et puis de voir qu'on arrive à faire